Il nous est très difficile de saisir l'immensité du cosmos. Comment comparer la structure de l'univers avec celle de notre vie quotidienne? Le professeur Gregory Benford nous répond. Le tracé rigide de nos villes exprime l'ordre humain. L'univers est plus complexe et incontestablement plus subtil. Supposons que cette pastille ait les dimensions de notre Soleil. À cette échelle, à quelle distance se trouverait l'étoile la plus proche de nous? À 1 mètre? À 1 kilomètre? Non. Elle serait bien au-delà de notre horizon, à 300 kilomètres. La galaxie comprend 200 milliards d'étoiles et les distances entre elles sont du même ordre. On imagine donc à quel point elle est grande. Supposons maintenant que cette pastille ait les dimensions de toute la galaxie. À quelle distance se trouverait la première galaxie, celle d'Andromède? À 1 kilomètre? À 10? Non. Voici quelle serait la distance. Au-delà des confins de notre galaxie, la Voie lactée, l'univers est un royaume peuplé d'autres galaxies, d'autres univers-îles, comme les appelait le philosophe Kant, qui tournoient si près les unes des autres que parfois elles s'effleurent, jusqu'à même se télescoper. Il y a bien longtemps, une autre galaxie a dû frôler celle-ci, une spirale. C'est sans doute de cette lointaine rencontre que sa forme actuelle est le résultat. On pense qu'elle devait avoir cet aspect, une galaxie spirale, plus ou moins de même dimension que la nôtre. Imaginez que chaque seconde représente 10 millions d'années. Une autre galaxie s'approche, sur la droite, et va exercer une force gravitationnelle importante qui continuera à se faire sentir même quand elle se sera éloignée. Environ 600 millions d'années après la rencontre rapprochée, la galaxie spirale s'est transformée en ce balai d'étoiles regroupées en faisceaux en son centre. La galaxie NGC 1365, un spectacle toujours en mouvement. Dans le cosmos, les galaxies se déplacent les unes vers les autres, ou décrivent des orbites à des milliers de kilomètres à la seconde, telles des mers d'étoiles ondoyantes sous l'effet des marées gravitationnelles. Parfois, les galaxies se heurtent. La compression des gaz interstellaires provoquée par cette collision amorce alors la naissance d'une multitude d'étoiles qui illumineront l'objet né du choc. On s'est aperçu que les collisions entre galaxies étaient relativement fréquentes, ce qu'on ne croyait pas auparavant. On a été aidé en ça par le fait qu'on a pu simuler sur les gros ordinateurs ce qui pouvait se passer, et puis par les observations aussi. Alors, par exemple, quand deux galaxies spirales se rencontrent, elles peuvent se mélanger, les bras spiraux être détruits, et ça donne une grosse galaxie elliptique. La meilleure étude que je connais, ça a été faite par Chantal Balkowski de l'Observatoire de Meudon, une de mes anciennes élèves, qui a étudié la forme des galaxies dans un amas de galaxies. Elle s'est aperçue que sur les bords, il y avait tendance à avoir des galaxies spirales, tandis qu'au milieu, on avait surtout des galaxies elliptiques. Ce qui se comprend, puisque au milieu, il y a beaucoup plus de collisions qu'à l'extérieur. Donc c'est la meilleure preuve que l'on ait pour l'instant. À des millions d'années-lumière, les observateurs terrestres cherchent un ordre dans ces agrégats d'étoiles. Derrière les lumières de leur ville, il règne un ordre simple, permettant à des milliers de personnes de vivre côte à côte, chaque rue reliée aux autres par la voie la plus directe possible. La gravité met aussi de l'ordre entre les étoiles, en formant les galaxies. Mais quel modèle, quelle structure contrôle les myriades de galaxies? Quelle infrastructure organise les profondeurs de l'espace?
le Whipple Observatory, en Arizona, un télescope dévoué à la recherche d'une structure entre les galaxies. Le professeur John Ukra, du Centre d'astrophysique du Harvard-Smithsonian, mesure les distances entre la Terre et les galaxies. Celle sur laquelle il travaille est cette tache blanche, près du centre de l'écran. On mesure la distance en décomposant la lumière galactique en une sorte d'arc-en-ciel constitué par les longueurs d'onde. Sur ce graphique, la longueur d'onde maximale est la lumière de l'hydrogène. La galaxie NGC 4654, dans la constellation de la Vierge, est à environ 60 millions d'années-lumière. Elle est donc relativement proche. Le graphique a été conçu de manière que les longueurs d'onde vers le rouge soient enregistrées sur la droite. Le pic, qui indique la lumière de l'hydrogène, est sur le côté sombre du spectre. Une autre galaxie, dans la constellation du Lion, bien plus éloignée, à 670 millions d'années-lumière. On enregistre de nouveau un pic pour la lumière de l'hydrogène, mais décalé vers la partie rouge du graphique, sur la droite. Ainsi, plus une galaxie est loin, plus sa lumière glisse vers les longueurs d'onde rouges du spectre. Mais pourquoi ? La théorie la plus communément admise quant à l'origine de l'univers est celle selon laquelle il est né à la suite d'une explosion gigantesque, le Big Bang. Après quoi, il a continué de s'étendre dans toutes les directions. La lumière en provenance d'une galaxie en mouvement semble changer de longueur d'onde en fonction de sa vitesse. Sa couleur apparaît donc différente. Un peu comme le son d'une sirène de police change quand il s'approche, passe, puis s'éloigne. La lumière d'une galaxie perçue bleue quand elle s'approche passe au rouge quand elle s'éloigne. Ce phénomène, c'est l'effet Doppler. Plus la vitesse d'éloignement d'une galaxie est élevée, plus sa lumière se décale nettement vers le rouge. En mesurant le rougissement de la galaxie, on peut calculer sa vitesse d'éloignement, puis sa distance. Les raies dans les spectres des galaxies sont en général décalées vers le rouge. Et si on interprète ce décalage comme dû à un effet Doppler-Fizeau, on peut calculer la vitesse de fuite des galaxies. Et c'est Hubble qui a trouvé une loi fondamentale pour la cosmologie, donc comme quoi la vitesse de fuite était proportionnelle à la distance des galaxies. V égale HD, où H est une constante, la constante de Hubble. Alors, depuis des décennies, on a un mal fou à mesurer cette constante de Hubble. On la connaissait, je dirais, à un facteur 2 près seulement. Et ça a été le but principal de la construction du télescope spatial de Hubble, et appelé Hubble pour cette raison, de mesurer la constante de Hubble avec une précision de 5%, pour pouvoir résoudre les questions les plus fondamentales sur la cosmologie, essentiellement la taille de l'univers, d'où on peut déduire par la suite l'âge de l'univers aussi. Depuis le début de son travail, John Ukra a mesuré la lumière et la distance de plus de 11 000 galaxies. Cela paraît facile, mais la lumière des galaxies lointaines est très faible. Aujourd'hui, l'astronome étudie la lumière d'une série de 4000 autres galaxies. Grâce à la capacité extraordinaire des nouveaux révélateurs électroniques à capter les lumières les plus faibles, même ce petit télescope permet de tracer la carte de l'univers. Dans le Massachusetts, au centre d'astrophysique du Harvard-Smithsonian, le professeur Margaret Geller travaille sur les données recueillies par John Ukra. Ce travail en collaboration leur permet de calculer la distance et la position de milliers de galaxies dans les différentes régions de l'univers.
Chaque portion part d'un point, la planète Terre. Chaque petit point est une galaxie aux dimensions de notre Voie lactée. Chaque galaxie est positionnée en fonction de sa vitesse, mesurée à partir du décalage vers le rouge. Les galaxies les plus lointaines se trouvent sur la marge en courbe. Ce sont celles qui se déplacent le plus vite vers l'extérieur. Les plus lentes sont les plus proches. En augmentant les portions, l'éventail se transforme en une partie d'univers cunéiforme. Partant de la sphère immense de l'univers, les chercheurs ont sélectionné cette petite section dont ils ont préparé une carte à 3 dimensions qui montre comment les galaxies sont disposées dans l'espace, et d'une manière surprenante qu'il existe des vides totalement dénués de galaxies. Le professeur Margaret Geller. Nous sommes restés abasourdis tous les deux, John et moi, quand on a découvert ça. Un peu comme les grands explorateurs lors de la découverte du Nouveau Monde. On peut voir nettement que les galaxies entourent des régions complètement vides. Comme celle-ci, qui est noire, car elle ne contient pas de galaxies. Les galaxies se trouvent donc sur les plans minces qui entourent ou presque ces zones vides. On s'est donc demandé quelle est la structure naturelle la plus proche de celle-ci. Eh bien, une chose qu'on voit tous les jours, les bulles qui se forment dans un évier, même si leurs dimensions sont incommensurablement plus réduites. Dans le cas de l'univers, les bulles de savon, les zones sombres, sont nettement plus nombreuses. Alors à grande échelle, l'univers a l'air d'être peuplé à peu près uniformément de galaxies, d'amas de galaxies, mais on a découvert des zones où apparemment il n'y a pas de galaxies, des grands vides, des grandes bulles, vides de toute matière. Alors évidemment, comme ces vides sont lointains, il pourrait exister à leur intérieur des galaxies naines très difficiles à observer, et des efforts ont été faits récemment pour résoudre la question. J'ai d'ailleurs un neveu qui a travaillé sur ça en Hollande. Et apparemment, il y a de ces vides. Donc, quand il y a des bulles contiguës, on peut imaginer qu'il y a des parois entre ces bulles. Alors, la question se pose de savoir si ce sont vraiment des parois ou si, au contraire, elles sont formées d'espèces de grands filaments où les galaxies, amas de galaxies seraient distribués. C'est assez difficile à résoudre. Mais récemment, on a fini un sondage dans l'hémisphère sud qui a l'air de confirmer celui du nord, et ça permettra peut-être de résoudre cette question importante. Au Carnegie Research Center de Pasadena, en Californie, le professeur Alan Dressler étudie le mystère des bulles de l'univers. Il mesure le mouvement des galaxies. Son objectif est de découvrir comment les amas de galaxies, à 500 millions d'années-lumière de notre Voie lactée, s'influencent réciproquement et influencent notre système galactique. Avant de découvrir que les galaxies sont des systèmes stellaires séparés, indépendants de notre Voie lactée, on avait remarqué leur tendance à se regrouper. Plusieurs zones du ciel renferment un amas. Alan Dressler a essayé de jeter un coup d'œil sur l'avenir de l'univers. Le groupe local de galaxies est le petit amas incluant la Voie lactée, Andromède, les 2 nuages de Magellan et environ 30 autres galaxies. Dressler a démontré que cet amas est attiré par la gravité d'un autre amas plus important, l'amas de la Vierge, situé à près de 60 millions d'années-lumière.
Se fondant sur ces études, il soutient que ce dernier amas se trouve lui-même pris dans l'étau de la gravité d'un autre amas gigantesque, celui de Hydra Centaurus. Mais ce n'est pas fini. Il est convaincu que tous ces amas ensemble sont attirés par un autre champ gravitationnel encore plus gigantesque. La source de cette force a été baptisée par Dressler le grand attracteur. Cet amas, à 140 millions d'années-lumière de nous, pourrait être une espèce de voie lactée immense où toutes les étoiles seraient des systèmes galactiques dont la force gravitationnelle d'ensemble attire tous les amas, nous compris, à 600 km à la seconde. Écoutons Alan Dressler. Sur cette figure montrant la distribution des galaxies dans le ciel, on voit mieux comment ça se passe. Chaque point représente une galaxie. On remarque ici leur répartition sur une moitié du ciel. La bande noire n'est pas réelle. C'est une zone qu'on ne peut pas observer car notre galaxie la cache. Sur notre galaxie, il y a de la poussière qui empêche de regarder plus loin à la recherche d'autres galaxies. Ne nous occupons pas de cette bande. En général, on relève une concentration plate associée au grand attracteur qui, à son tour, ressemble à une grande galaxie, la galaxie des galaxies. Dans un futur très proche, avec l'amincissement et l'expansion de l'univers, ces structures se détacheront beaucoup mieux et deviendront des sortes d'îles dans un océan, de grands continents de galaxies. À nos yeux, elles apparaîtront enfin comme des galaxies faites de galaxies, des super-galaxies. Il est très probable que l'univers se transformera ainsi dans très longtemps. De grandes constellations de galaxies dont chacune sera une collection d'étoiles. Les galaxies sont en mouvement dès leur création. On peut simuler leur voyage du début à un futur lointain. Après 6 000 millions d'années, elles commenceront à se rassembler. Après 20 000 millions d'années, l'image devient celle du cosmos du futur. À partir d'aujourd'hui, dans 180 000 millions d'années, les superamas, les îles de galaxies se seront formées dans l'espace cosmique virtuellement vide. Une prévision possible de ce qui va se passer. Des agrégats de galaxies qui répondent de manière presque imperceptible aux impératifs de la gravité, traversant les immensités de l'espace et du temps et créant la structure merveilleuse de l'univers. Une des découvertes les plus importantes de l'astronomie est cette tendance au regroupement des galaxies. C'est comme un fossile, un indice important à la découverte de la jeunesse de l'univers. Pour le voir, il faut observer les galaxies les plus faibles et les plus éloignées. On a besoin de télescopes plus grands pour voir la lumière, pas pour capter davantage de détails. En réalité, les grands télescopes sont comme des seaux de lumière, mais les dimensions ne sont pas tout. L'éclat des lumières des villes et la pollution ont relégué les observateurs sur les cimes les plus solitaires. Voici un des 20 observatoires qui se trouvent sur la chaîne des Andes. Ce sont également des centres de voyage dans le temps. Aujourd'hui, ce que l'on voit depuis l'observateur de Las Campanas, c'est la galaxie d'Andromède, telle qu'elle était il y a plus de 2 millions d'années. La lumière a mis tout ce temps pour arriver au télescope. Quand elle a quitté cette galaxie, il y a donc environ 2 millions d'années, l'homme faisait à peine les premiers pas de son évolution sur Terre. Cette lumière a 45 millions d'années. Sur cette galaxie, quiconque observerait la Voie lactée devra attendre le même laps de temps pour nous percevoir tels que nous sommes actuellement. Plus la galaxie est loin, plus le télescope doit être sensible pour se glisser dans son histoire et capturer sa faible lumière.
donnez-nous davantage de lumière. Telle est la prière de tous les astronomes. Ici, au Miller Institute de l'Université de l'Arizona, on a monté une série de nouveaux télescopes réflecteurs. Un projet de réalisation de 2 miroirs de 8 mètres de diamètre vient d'être lancé. Leur surface totale de saisie sera 5 fois plus grande que celle du télescope de Palomar. Mais il faut d'abord procéder à des tests sur un prototype plus réduit. La construction du moule pour le verre est plutôt problématique. Quand un miroir dépasse des dimensions déterminées, il tend à se déformer sous l'effet de son poids, et cette déformation empêche de mettre l'image parfaitement au point. Un verre spécial avec un point de fusion bas a été importé du Japon. Le miroir sera fondu et modelé dans un four électrique d'une conception nouvelle. Par la suite, si ce test du feu est positif, le four produira le grand miroir de 8 mètres. Le verre prend une forme en nid d'abeille qui allège le miroir. La force centrifuge de rotation donne la forme concave de la surface fondue. Il faut que le refroidissement soit très lent. Le four est maintenu en rotation pendant 1 mois. Les techniciens le contrôlent 24 heures sur 24. Résultat, un réflecteur à miroir léger et durable. Le test est positif. Il ne reste qu'à argenter la surface concave. Bientôt, le géant de 8 mètres va passer au banc d'essai. Actuellement n'existe qu'un dessin du télescope. Il est prévu qu'il soit installé à Mount Graham, en Arizona. Aux îles Hawaï, on a projeté un télescope totalement différent pour le Mauna Kea Observatory. À 4200 mètres, le télescope Keck est monté dans une coupole gigantesque de 31 mètres de haut. Il fut conçu par l'Université de Californie en collaboration avec le California Institute of Technology. Il n'y a pas un miroir de 10 mètres de diamètre, mais 36 miroirs différents reflétant tous ensemble. De cette manière, on évite le risque de courbure d'un seul miroir géant. Une fois achevé, voici comment il devrait fonctionner. Chaque miroir a environ 2 mètres de large. Un ordinateur les met au point pour qu'ils puissent donner une image parfaite. Pour voir les objets les plus lointains et faibles de l'univers, les miroirs doivent recueillir le maximum de lumière. Le télescope Keck voit 2 fois mieux que les télescopes actuels. C'est le triomphe du génie électronique, mécanique et optique. Le télescope Keck, au sommet de Hawaï, avec son miroir de 10 mètres de diamètre, est le plus grand du monde fonctionnant au sol actuellement. Je fais remarquer qu'il a été construit par des fonds privés et que ça n'a pas traîné avec des fonds privés. Il a déjà permis d'obtenir des résultats très intéressants sur les grandes profondeurs de l'espace, par les quasars, par les galaxies les plus lointaines, observées par
démirage gravitationnel. Et d'ici quelques années, il devra être complété par un jumeau avec lequel il sera couplé pour faire des études interférométriques. Mais l'avenir n'est pas fermé puisque l'Observatoire européen austral est en train de construire et aura fini d'ici une petite dizaine d'années un ensemble de 4 télescopes de 8 mètres de diamètre, couplés aussi, au sommet, sur un des meilleurs sommets du Chili, et qui permettra de faire des études très poussées aussi. Mais même l'air sec et froid de Mauna Kea est susceptible de provoquer des perturbations à la réception de la lumière. Le télescope JNLT proposé par les Japonais aura un miroir de 8 mètres, avec système électronique incorporé pour corriger la fluctuation de l'image due aux instabilités de l'atmosphère terrestre. Des yeux géants pour voyages vertigineux, capables de scruter toujours plus loin dans l'espace, à la recherche de réponses aux nouvelles énigmes de la cosmologie. Autrefois, l'homme croyait que tout l'univers tournait autour de son petit globe. La science a permis une vision nouvelle de l'univers. L'imagination a bondi du système solaire à la galaxie, puis plus loin vers l'obscurité des bulles, des vides, jusqu'aux supergalaxies. Une structure admirable, d'où la vie est née pour se développer sur la Terre et peut-être ailleurs.